De passer de la PJ à l'identité judiciaire, dans les combles du palais de justice, c'était un peu comme, dans un grand restaurant, de passer de la salle à manger à la cuisine. Pas plus, d'ailleurs, que dans la cuisine d'un grand restaurant, le public n'était admis. On pouvait travailler en manche de chemise et parler le langage du métier. Pour les gens de l'étage en dessous, ceux de la PJ, le mort du quai de la Tournelle, avec les problèmes qu'il posait et les recherches qu'il allait provoquer, était un emmerdeur. Pour ceux du grenier, c'était du nanan qui leur donnait l'occasion de se livrer à des tas de petits travaux, certains délicats, presque artistiques, dont ils étaient friands. Déjà dans la Maison Blanche, les spécialistes s'étaient payés du bon temps, mais ils ne s'y sentaient pas à leur aise. Ils ne disposaient pas de tous leurs instruments ni de la place nécessaire. « Vous n'avez pas fini avec mon macabé ?» venait de temps en temps demander le type du fourgon, qui devait conduire M. Bouvet à l'Institut médico-légal. Chaque fois, il lui jetait un coup d'œil inquiet, car il faisait chaud et il avait peur qu'on lui fatigue son bord. Depuis le matin, celui-ci avait été photographié sur toutes les faces, dans toutes les poses, tout nu et vêtu de ses différents complets, assis et couché. Le travail le plus artistique avait été de lui donner l'aspect qu'il devait avoir une vingtaine d'années plus tôt, en procédant exactement comme le maquilleur et le perruquier de théâtre avec un vieil acteur. C'était vrai que ça fatiguait le mort. Quand, à peu près vers le moment où M. Beaupère quittait la place des Vosges, on le rendit au type de l'Institut médico-légal, il était temps. La mâchoire s'était ouverte une fois de plus, qu'on ne se donnait plus la peine de maintenir fermée à présent qu'il n'y avait plus de photos à prendre, et le corps paraissait flasque. On le posa sur sa civière, et on l'emporta, non sans que quelqu'un eût remarqué, sans méchanceté d'ailleurs, « sa cocotte ici ». Les vasistas étaient ouverts. La plupart des spécialistes avaient cassé la croûte en travaillant. Les premières photographies paraissaient dans les journaux, mais ils allaient en développer d'autres, plus soignées, une sorte de reconstitution de M. Bouvet à différentes étapes de sa vie. Madame Lair et l'avoué n'avaient pas invité M. Beaupère à les suivre à la PJ. Sans doute, ayant rendez-vous avec le directeur, aurait-il considéré comme indélicat d'emmener un simple inspecteur avec eux. C'est du bureau de tabac, au coin de la rue des Francs-Bourgeois, que M. Beaupère avait téléphoné à son chef. Il n'avait rien à lui dire que celui-ci ne sût déjà, mais il tenait à établir que, tout seul, peu importe par quel moyen, il était arrivé à la vérité. Sa sœur et l'avoué viennent de partir. Vous lui avez parlé. Comment est-elle? Une vieille dame distinguée. Vous n'avez plus rien à faire? J'ai encore une vieille femme à retrouver dans le quartier, à moins que quelqu'un d'autre, maintenant, s'occupe de l'affaire. Vous pouvez continuer, monsieur Beaupère. On voulait éviter de lui faire de la peine. L'affaire avait pris des proportions qui nécessitaient des mesures plus importantes, et c'est sans y croire qu'on laissait le vieil inspecteur au visage triste continuer son enquête. Cela lui suffisait. Il allait pouvoir marcher à nouveau, entrer dans les boutiques, dans les loges de concierge, tenace, posant son éternelle question, insensible au quolibet autant qu'un courtier en aspirateur électrique. Connaissez-vous une vieille femme très grosse, au visage lunaire, vêtue de noir, assez pauvrement, qui a de mauvais pieds et porte des pantoufles de feutre? On haussait les épaules, ou bien c'était son visage à lui qu'on regardait curieusement, ou encore on l'envoyait chez quelques vieilles filles au 6e ou au 7e étage. Il lui était arrivé de mener une enquête de ce genre-là pendant des semaines, sans se laisser écœurer, et l'idée lui vint de questionner aussi les marchandes de fleurs des petites charrettes, de rechercher celles qui vendaient des violettes. Tout le monde avait soif, sauf lui. Les gens se précipitaient dans les bars en s'épongeant, buvaient du vin blanc ou de la bière avec des airs de satisfaction intense. Il n'y avait pas une place libre aux terrasses, et les enfants accrochés à la main de leur mère suçaient des cornets de crème glacée. Ce qui l'aidait, ce qui l'avait aidé toute sa vie, c'est que jamais il n'avait l'impression de se livrer à une tâche futile. Il avait beau n'être qu'un obscur rouage de la machine policière, il avait pour celle-ci un tel respect que ce respect déteignait sur lui-même et sur ses propres faits et gestes. Sa femme l'aidait, qui disait aux gens en parlant de lui « Mon mari l'inspecteur ». L'avoué, maître Guichard, était un homme d'âge, à l'air froid,
respectable, qui avait baisé la main de madame Lair en entrant. Il avait certainement dépassé 65 ans, et monsieur Beaupère, qui n'en avait que 52, s'était mis à penser que tous ces gens-là vivaient déjà alors qu'il n'était pas né. Monsieur Bouvet, lui, était un homme fait à l'époque où l'inspecteur vagissait encore. C'était beaucoup plus subtil que ça n'en avait l'air. Il se comprenait, regardait les rues, autour de lui, avec d'autres yeux, imaginant les passants habillés autrement, à la mode de 1900 et même d'avant, les fiacres, les omnibus, les becs de gaz. Or, à 52 ans, M. Beaupère ne se sentait pas vieux du tout. Il lui arrivait même, tout au fond de lui, quand il se laissait aller à rêver, d'avoir l'impression qu'il était encore enfant. En était-il de même pour les autres? Arrivait-il à M. Bouvet de se prendre pour un gamin? C'était assez compliqué. Il y reviendrait quand il en aurait le loisir. Il fallait d'abord retrouver la vieille demoiselle au bouquet de violettes, et c'était inouï le nombre de vieilles personnes seules, la plupart de condition modeste, qu'il découvrait dans le quartier. On aurait presque pu dire que chaque maison possédait la sienne, comme chaque maison possède sa concierge. Et beaucoup avaient un surnom, un sobriquet. On parlait de certaines d'entre elles avec un sourire entendu, en laissant supposer qu'elles n'avaient plus toute leur tête. D'autres avec commisération, à cause de leurs infirmités. Certaines étaient impotentes, ne quittaient plus leur chambre. Mais il y en avait du même âge qui faisaient encore des ménages chez des gens plus jeunes, ou qui gardaient des enfants. On en voyait aussi sur les bancs des squares, qui se chauffaient au soleil avec l'air de ne penser à rien. Dites-moi, madame, connaîtriez-vous une vieille demoiselle qui... Il l'aurait, il en était sûr. À moins, bien entendu, qu'on décide de lui retirer l'affaire. Les photographies toutes fraîches étaient étalées sur le bureau du directeur, et madame Lair les avait regardées sans croire nécessaire de manifester une émotion qu'elle ne ressentait pas. Mettez-vous à ma place. Quand je l'ai vu pour la dernière fois, il avait 23 ans. J'en avais 18. Je suis surprise pourtant de constater combien, en toute sa vie, un homme change peu. Sur cette photo-ci, par exemple, j'ai l'impression de le revoir. Sans la cicatrice, néanmoins, je ne me permettrai pas d'être aussi affirmative. On lui avait montré un agrandissement de la jambe nue, avec la cicatrice nettement visible. Il est tombé d'un arbre alors qu'il avait 14 ans et qu'il jouait avec des camarades. Sa jambe droite a porté sur une souche et la blessure était très vilaine. L'infection s'y était mise. Je me souviens qu'il est resté près de 2 mois étendu. Je crois que le tibia était fêlé. C'est ce qu'il m'a raconté. Est-ce que ça peut se retrouver? Probablement. Je ferai faire le nécessaire. Je m'excuse d'avoir demandé à maître Guichard de m'accompagner, mais c'est en ami plutôt qu'en avoué. J'ai pensé qu'il y aurait sans doute des formalités à remplir, et je n'y connais pas grand-chose. Le directeur, lui aussi, avait une 50aine d'années. Il était même un peu moins âgé que M. Beaupère. Voudriez-vous avoir l'obligeance de parler de votre famille? Cela peut éventuellement nous aider. Que voulez-vous savoir? Tout ce que vous me direz. Vous avez entendu parler de mon père, qui a fondé les filatures Lamblot. Elle regrettait presque de n'avoir pas apporté son album de photographies, où elle aurait pu montrer Désiré Lamblot, en redingote boutonnée presque jusqu'au cou, son large visage encore élargi par des favoris. Il n'a eu que 2 enfants, mon frère et moi. C'était un homme sévère, comme ils l'étaient tous à cette époque, du moins parmi les gros industriels de Roubaix. Je suppose qu'il désirait que son fils prît sa succession. Il n'était pas question d'une autre carrière, et je crois qu'il en est encore ainsi à Roubaix, à Tourcoing et à Lille, tout au moins pour ceux qui sont dans la laine.
Vous avez des fils, madame Lair? Rien que des filles, malheureusement. C'est un de mes gendres qui dirige les filatures. Que savez-vous de votre frère? Ce qu'on sait d'habitude d'un frère aîné, c'est-à-dire à peu près rien. Il m'impressionnait. D'abord parce qu'il était plus âgé que moi, ensuite parce que je le trouvais beau et plus intelligent que qui que ce fût. Enfin, je prenais dans mon fort intérieur son parti contre mon père. Il ne s'entendait pas avec votre père. Ils ne se sont jamais compris. Et vous? Je considérais que mon père était dur. Même à la maison, la vie était réglée comme à l'usine, et à 12 ans, je n'avais pas le droit de parler à table. Quand mon frère, à 17 ans, descendait avec une minute de retard dans la salle à manger, mon père le regardait, sans rien dire, et Gaston, sachant ce que cela signifiait, montait dans sa chambre et se couchait sans manger. Quelles études a-t-il faites? Il est allé au collège. D'abord, il a été bon élève, le meilleur élève de sa classe. Mon père l'exigeait. L'exigeait? Oui, j'ai été obligé d'être toujours la première aussi. Gaston a obéi, si je puis dire, jusqu'à l'âge de 16 ans environ. Puis, brusquement, il a reculé de plusieurs places et a dû recommencer la dernière année, ne passant enfin son bachot que de justesse. Il avait des petites amies? Oui. Il vous racontait ses aventures? Oui, je n'étais qu'une gamine, mais il me disait tout. Il a été longtemps amoureux d'une fille qui chantait dans une sorte de cabaret à Lille, près de la gare. Quand elle est repartie pour Paris, il avait décidé de l'accompagner et il avait déjà fait sa valise. Qu'est-ce qui l'a empêché de partir? Ma mère est entrée dans sa chambre et a vu les bagages. Elle n'a rien dit à mon père, car elle en avait aussi peur que nous, mais Gaston lui a promis de rester. Votre frère était violent, emporté. Au contraire, lorsqu'il se disputait avec papa, car à la fin il se permettait de lui répondre, c'était lui des deux qui gardait son sang-froid. Ce que je me rappelle le mieux, c'est son sourire, d'un seul côté du visage. Un sourire que je n'ai vu qu'à lui, le coin de la lèvre qui se retroussait légèrement. Quand il m'adressait ce sourire-là, je piétinais de rage en l'accusant de faire sa tête à gifle. Il avait de l'affection pour vous? Je ne sais pas. Tout jeune, il avait l'air de se suffire à lui-même, de vivre en marge de nous et des autres. Il lisait beaucoup, des livres que mon père brûlait quand il lui arrivait de les trouver, de sorte que parfois, Gaston les cachait dans ma chambre. Vous me disiez tout à l'heure qu'il vous faisait des confidences. Je vous ai dit qu'il me racontait ses aventures. Je crois pourtant que ce n'était pas à moi qu'il s'adressait réellement, qu'il éprouvait seulement le besoin de les commenter pour lui-même, de mettre son personnage au point. C'était curieux. Depuis quelques instants, un léger sourire détendait le visage des trois interlocuteurs. Peut-être le sourire des deux hommes n'était-il que le reflet de celui de la vieille dame? Les fenêtres étaient toujours ouvertes, mais ils étaient loin de Paris, loin de cet après-midi d'août, dans le temps et dans l'espace. Ils avaient une impression de grisaille, de vieilles maisons de pierre bâties comme une forteresse, de préaux d'école, de rues étroites par des soirs d'hiver. Qu'entendez-vous par son personnage? Je peux me tromper. Elle les regardait, un peu confuse. Je suppose qu'il en est de même pour chacun. À un certain âge, nous nous croyons obligés de nous donner un type déterminé. Quand j'étais au couvent, une pudeur l'arrêta. Vous comprenez ce que je veux dire. Pendant les années que j'ai vécues avec Gaston, je lui ai connu plusieurs personnages successifs. À certains moments, il était très soucieux de son élégance et prenait des airs d'intellectuel blasé. À quel âge? 15 ans. Puis je pense qu'il s'est mis à lire des romans russes, et il refusait de se nettoyer les ongles, portait les cheveux longs et regardait notre père d'un œil haineux. Il avait des amis? Jamais pour longtemps, jamais intimes. Ma mère essayait de réunir ses camarades à la maison, mais quand elle lui demandait qui inviter, il répondait « personne ». Il ajoutait selon son humeur « ce sont des larves » ou « ce sont des marionnettes ». Quelle était son ambition? Toute. C'est-à-dire, il voulait être tout, sans rien ambitionner de particulier. Une chose était certaine, il n'a jamais eu l'intention de s'occuper de la filature et disait de mon père « un esclave ». Heureusement pour lui qu'il ne le sait pas.
Quand vous a-t-il quitté? Il est venu à Paris pour continuer ses études. Mon père exigeait qu'il fît son droit avant de commencer son apprentissage à la filature. Il lui donnait beaucoup d'argent. Très peu. Au début, Gaston revenait à Roubaix chaque samedi, comme mon père l'exigeait. Puis il est revenu plus rarement, et des scènes ont éclaté. Votre frère avait changé? J'aurais de la peine à vous le dire. J'étais devenue une jeune fille, et je vivais dans un cercle différent qui n'intéressait pas Gaston. Il ne me racontait plus rien, répondait à peine à mes questions, en m'appelant petite fille, d'un ton protecteur. Certaines fois, il était sombre, avec ce que j'appelais sa tête d'anarchiste. D'autres fois, au contraire, il paraissait plus jeune, et il s'amusait à nous faire des farces. Ses relations avec votre père. Je pense que ce que je vous dis ici n'est pas destiné à la publicité. J'ai encore, en effet, un certain sens de la famille. Les derniers temps, Gaston appelait notre père le vieil hypocrite. Il a dû faire une découverte dont il n'a pas parlé, sinon à demi-mot. Je suppose qu'il y avait un secret dans la vie de notre père, probablement une aventure. On a parlé, dans le pays, plus tard, d'une liaison qu'il aurait eue, à Lille, avec une femme assez connue. Toujours est-il que mon père n'osait plus se montrer aussi cassant, qu'il lui arrivait de baisser les yeux devant son fils. Excusez-moi de vous donner ces détails sans intérêt. Toute cette période n'a pas été gaie, et je crois qu'il en est ainsi dans la plupart des familles. On dirait que tout le bon de la vie est réservé à l'époque où les enfants sont jeunes, et qu'une fois qu'ils sont élevés, la débandade commence. C'est peut-être la raison pour laquelle je vois assez peu mes enfants et mes petits-enfants. Il ne faut pas mélanger la jeunesse et les vieillards. Maman était malade. Un de mes oncles, qui habitait la ville, s'était mis à boire, et on en parlait comme de la honte des Lamblot. Gaston était presque toujours absent, et ses visites devenaient une gêne. On se réjouissait presque, à la fin, de le voir repartir. Alors, un beau jour, il est parti pour de bon, sans rien dire. C'est-à-dire, il a disparu. On n'a plus reçu de ses nouvelles. Mon père a envoyé son comptable à Paris pour se renseigner, et le comptable n'a trouvé aucune trace de Gaston. Sa dernière adresse était dans un hôtel meublé rue Monsieur-le-Prince, où on a appris qu'il vivait avec une fille dont je ne me rappelle pas le nom. Et la fille, disparue aussi. Peut-être si vous cherchiez dans vos dossiers, pour autant que vous possédiez encore les dossiers de cette époque, trouveriez-vous trace des recherches qui ont été effectuées. Car mon père est venu à Paris à son tour. Contrairement à notre attente, à ma mère et à moi, il ne s'est pas mis en colère, mais du jour au lendemain, presque d'une heure à l'autre, il a paru se dégonfler. Notre première idée a été que Gaston s'était embarqué et on a fait des recherches dans les ports. À la faculté de droit, on a appris qu'il y avait 1 an qu'il ne suivait plus les cours. Il avait même perdu ses camarades de vue. De sorte que vous ne savez rien de son activité à Paris pendant la dernière année. Rien. J'étais fiancé et je m'occupais davantage de moi-même que des autres. Ce qui me reste le plus présent à l'esprit, c'est l'effondrement de notre père, qui a continué à vivre comme par le passé, en suivant strictement l'horaire qu'il s'était imposé une fois pour toutes, mais qui avait davantage l'air d'une ombre que d'un homme. Il accomplissait les mêmes besognes, prononçait les mêmes mots. Nous avons su plus tard, par le comptable, qu'il avait fait insérer des annonces dans les avis personnels des journaux, non seulement en France, mais dans plusieurs pays étrangers. Gaston, elle, revient, aucun reproche, toute liberté assurée, désirée. On avait toujours cru que ma mère, qui souffrait depuis longtemps, mourrait la première. Je n'étais pas né qu'on la considérait, à ce qu'on disait, comme un oiseau pour le chat. Maître Guichard l'a connue car elle est morte à 91 ans. Ici, à Paris, dans mon appartement de la place des Vosges. C'est mon père qui est mort subitement 1 an et demi après le départ de Gaston. Et, jusqu'à ce que mon mari pût prendre l'affaire en main, cela a entraîné des tas de complications à la filature. Si j'ai bien compris, la dernière visite de votre frère à Roubaix a eu lieu vers juillet 1897. Je peux vous le dire exactement, car j'ai eu le temps de rechercher la date. Je me souviens même qu'il faisait un temps radieux comme aujourd'hui. À votre avis, il savait qu'il allait partir. Le malheur, c'est que je n'ai pas fait attention à lui.
Je devais quitter Roubaix le lendemain pour le Touquet, où nous avions l'habitude de passer les vacances et où mon fiancé viendrait me retrouver. Ce sont des distractions dont on se sent coupable après coup. Pour moi, ce n'était qu'une visite en coup de vent, comme les autres, un dîner silencieux, car notre père se montrait toujours plus sombre en présence de son fils. Vous ne croyez pas qu'ils aient eu une explication tous les deux? Je jurerais le contraire. Ce n'était leur genre ni à l'un ni à l'autre. Vous avez déjà envisagé la situation d'un point de vue légal, maître Guichard? Je n'ai fait qu'en toucher 2 mots à ma cliente et amie, et celle-ci, permettez-moi de le dire pour elle, ne voudrait pas qu'on se méprenne sur le sens de sa visite. Les journaux ont parlé d'une certaine Mrs. March et de sa fille, qui serait donc la fille de Gaston Lamblot. C'était curieux. Tout le monde hésitait au moment de prononcer son nom, car on ne savait plus s'il fallait dire March, Lamblot ou Bouvet. Peut-être, inconsciemment, était-on gêné de ne pas employer ce dernier nom, sous lequel le locataire de Madame Jeanne était mort. N'était-ce pas lui qui l'avait choisi, comme il avait choisi délibérément sa façon de vivre, et presque sa façon de mourir? Mrs. March est venue me voir en compagnie de son avocat, dit le directeur. J'ai lu ça aussi dans le journal. Légalement, sa position est délicate. J'ai reçu aussi, ce matin, la visite de l'associé de Samuel March, puisque c'est sous ce nom qu'il a fondé les mines d'Ouagui. Il se tourna vers Madame Lair. Savez-vous que votre frère semble laisser une fortune assez considérable? Je puis vous affirmer que je ne m'en soucie pas. Outre les 900 et quelques pièces d'or trouvées dans son matelas. Cela la fit sourire, d'un sourire où il y avait de la tendresse. Elle était la seule des trois qui pouvait évoquer, derrière la silhouette de M. Bouvet, du bonhomme qui avait vécu si longtemps quai de la Tournelle, le gamin, puis l'adolescent qu'il avait été. C'est probablement ce qui me surprend le plus, et ce qui, sans la cicatrice, m'aurait fait hésiter, dit-elle. Les pièces d'or? Dans le matelas. Cela va si mal à Gaston. En dehors de cette petite fortune, il reste riche, très riche, si j'en juge par les renseignements que je viens d'obtenir d'une banque belge. Il est presque le seul propriétaire des mines d'Ouagui, dont la valeur est évaluée à plus de 100 millions de francs belges. Je le reconnais mieux là. Que voulez-vous dire? Que, disposant de cette fortune, il se soit fait un petit magot en pièces d'or, et qu'il ait dormi dessus, prenant une pièce de temps en temps, à mesure de ses besoins. Vous ne comprenez pas? Pas tout à fait. Il devait avoir son sourire du coin de la lèvre. Cela ressemblait à une farce, n'est-ce pas? Vous croyez qu'à 73 ans, il avait conservé le goût des farces? Je ne pense pas qu'on change autant qu'on le croit avant d'être vieux soi-même. Et elle souriait presque gaminement à une pensée qu'elle gardait pour elle seule, qui devait concerner, non son frère, mais elle. Les prétentions de Mrs. March sont discutables, et j'ignore ce que les tribunaux décideront. Si le mariage est déclaré nul, si la paternité n'est pas démontrée... Je vous en prie, monsieur le directeur, je ne suis pas venu pour ça. Je le répète, il est juste que si cette jeune femme est vraiment la fille de mon frère... Ceci est de mon domaine, intervint l'avoué. Laissez ces questions-là aux hommes de loi. Ils auront assez fort à faire. Elle se leva. Elle n'avait pas cru nécessaire de se mettre en deuil, ni de retirer ses bijoux. Elle n'avait pas pleuré non plus. Elle n'avait rien dit qui pût assombrir cet entretien. Et il y avait presque autant de légèreté dans son humeur que dans l'air de Paris. « Est-ce que je pourrais le voir ? Je me demande s'il est toujours là-haut. » « Parce qu'on l'a enlevé de son appartement ?» Elle en marquait du dépit. Sa voix contenait un reproche. « Nous y avons été obligés. Peut-être ne savez-vous pas encore qu'on s'est introduit la nuit dernière dans cet appartement. » « Qui ?» Nous n'en avons pas, entre nous soit dit, la moindre idée. Celui qui y est entré, en tout cas, a fait une visite minutieuse des lieux, et c'est lui qui a découvert des pièces d'or dans le matelas. Sans les emporter? Il paraît n'avoir rien emporté, et c'est assez troublant. La concierge, qui a fait chaque jour le ménage de votre frère pendant ces dernières années, a été interrogée à 3 reprises.
Elle connaît ou croit connaître tout ce que contenait le logement. On a fait appel à sa mémoire de toutes les façons. Elle ne se rappelle pas avoir vu aucun papier, aucun document, rien qui aurait pu tenter quelqu'un. Cette absence de papier est un des traits particuliers de l'affaire. Tous, autant que nous sommes, traînons avec nous, à mesure que nous avançons en âge, un bagage toujours plus important de pièces officielles ou de papiers intimes, de lettres, de photographies, que sais-je. Pourquoi souriait-elle à nouveau? Or, chez cet homme de 76 ans, il n'y avait rien qu'une carte d'identité à un nom qui, nous le savons maintenant, n'est pas le sien. Il a toujours été comme ça. Il avait horreur des paperasses. Et quant aux photographies, la seule vue de l'album de famille, que ma mère tenait soigneusement à jour et que je possède encore, le mettait en colère. « On n'a pas idée de conserver un cimetière dans l'armoire !» s'écriait-il, alors qu'il n'avait pas 15 ans. « Des morts à la première page, des morts aux pages suivantes, puis des gens qui ne sont pas encore tout à fait morts, mais presque, d'autres qui le seront un jour. » Vous croyez qu'il avait peur de mourir? À 15 ans, oui. Moi aussi à cet âge-là, et parfois, rien que d'y penser m'empêchait de m'endormir. J'aurais donné gros, si mon père ne l'avait pas interdit, pour aller me glisser dans le lit de ma mère. Avait-il encore peur de mourir quand il habitait quai de la Tournelle? Sans doute cela lui était-il passé, car malgré une santé défaillante, il vivait seul. Allô? L'identité judiciaire? Le corps de René Bouvet est-il encore chez vous? On l'a emmené il y a 1 heure. Je vous remercie, Benoît. Il s'excusa. Je crains que, si vous voulez le voir, vous ne soyez obligé de vous rendre à l'Institut médico-légal. Peut-être n'est-ce pas un spectacle très recommandable? J'irai, dit-elle. Elle ajouta. Je suppose que je peux visiter aussi son logement. Les scellés ont dû être apposés. Si vous le désirez, je demanderai à un de mes hommes de vous accompagner. Voulez-vous vous y rendre aujourd'hui? Si ça ne vous dérange pas trop. Elle se tourna vers l'avoué. Je pense que, pendant ce temps-là, vous aurez des formalités à accomplir. Elle questionna encore. Mrs. March est-elle vraiment très désagréable? Qui vous l'a dit? Je l'ai compris en lisant le journal. Elle a dû être fort belle, dit le directeur sans se compromettre, mais avec un geste vague qui signifiait tout ce qu'on voulait. Vous voulez commencer par le quai de la Tournelle? Si vous le permettez. Monsieur Beaupère n'était pas là, sinon c'est probablement lui qui aurait accompagné Madame Lair. Il en était arrivé à la rue du Minage et allait commencer le faubourg Saint-Antoine, sans souci de l'orage qui s'annonçait, des coups de vent subits qui soulevaient la poussière des rues, et qui, sur la Seine, devaient faire clapoter l'eau au flanc des péniches. « Vous êtes libre, Jussieume ?» Le directeur sortit un moment pour donner ses instructions à l'inspecteur, cependant que, debout devant la fenêtre, Madame Lair regardait, en face, les quais où son frère avait vécu. On aurait dit qu'elle se réjouissait comme une petite fille, qu'il y avait dans cette aventure un peu de merveilleux dont elle était si friande autrefois, quand, par exemple, son frère lui racontait qu'il était rentré par la fenêtre à 3 heures du matin. Elle avait mené une existence paisible, pour la plus grande partie à Roubaix, dans les mêmes décors, dans les mêmes meubles, avec les soucis dont elle avait toujours entendu parler. Son mari était un brave homme qui ne l'avait pas rendue malheureuse. Elle avait élevé ses filles, était devenue grand-mère. Cela paraissait si court, au point qu'elle se demandait si c'était vraiment ses petites filles à elle qui étaient aujourd'hui au couvent, le couvent où elle était allée elle-même, avec l'aînée qui songeait à se marier. Et voilà qu'elle retrouvait Gaston, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. Gaston qui, lui, ne les avait pas pris au sérieux, n'avait rien pris au sérieux, s'était moqué de tout le monde en s'échappant une fois de plus par la fenêtre. « L'inspecteur Jussieume vous attend, madame. Je n'ai pas besoin de vous recommander de ne rien emporter. Je vous le promets. » Il ne put s'empêcher de sourire à ses yeux de petite fille. Le mort n'était pas mort, c'était ce qu'il y avait d'extraordinaire. On aurait dit qu'il n'y avait pas seulement elle à le savoir, que tout le monde l'avait su dès le début. Personne n'avait pris l'aventure des quais au tragique.
M. Bouvet avait glissé sur le trottoir parmi les images d'Épinal. L'Américain n'avait pas hésité à le photographier parce que c'était plus pittoresque que les tours de Notre-Dame. Et le journal avait publié le cliché parce que c'était justement un de ces morts qui ne font pas peur au lecteur, qui ne l'attristent pas. Est-ce que Madame Jeanne, en procédant à la toilette du corps avec Madame Sardou, ne lui avait pas parlé comme s'il était vivant? Je vous remercie, monsieur le directeur. Et l'avoué, vous m'excusez si je ne vous accompagne pas. Je voudrais bavarder encore un moment avec monsieur Guillaume. Orage? Pas orage? Il y avait des bouffées chaudes, des bouffées plus fraîches. Le taxi était découvert. L'inspecteur, qui avait une quarantaine d'années, n'osait pas allumer sa cigarette. Fumez, je vous en prie. Elle avait hâte de connaître cette concierge qui faisait le ménage de son frère, persuadée qu'elle allait fort bien s'entendre avec elle.